médias et ça avance aussi du côté des médias. Moi, je suis sur le cul. Enfin, je suis assis sur une chaise, c'est normal, mais enfin, je suis sur le cul quand même, hein. Ouais, c'est très bizarre ce qui se passe. C'est vraiment très bizarre. Et on va vous donner aussi notre vue de l'intérieur parce qu'on discute avec des journalistes. Donc, sur la Libération, on a eu un article, une tribune, sur Libération. Sur la Libération, nous, jamais ils nous laisseraient sortir des trucs là-dessus, on est d'accord. Donc, la lutte contre la désinformation en ligne est en danger. Souvent menacés et harcelés, les vulgarisatrices et vulgarisateurs se sentent bien seuls face à l'ampleur du problème causé par les charlatans du web. Donc déjà, vulgarisateur, il appelle ceux qui dénoncent le complot en fait. Donc les Tristan Mendez, les Rudi Reichstadt et tout ça, quoi. Ils sont en danger, les gars. Ils se sentent seuls face à l'ampleur du problème. Mais j'ai une question, parce que c'est plus des spécialistes en fait, que quand tu vulgarises, tu simplifies les explications pour pouvoir les faire comprendre à un enfant de 6 ans par exemple, c'est ça? Ouais, mais c'est des spécialistes d'une forme supérieure, tu sais, c'est En les fait, tu t'adresses spécialistes à des... supérieurs. C'est un niveau Quand que tu peux pas capter, c'est pas pour toi, c'est Quand tu pour eux. vulgarises, tu t'adresses à des gens qui ne comprennent rien en fait, c'est ça le truc. Bien vu. Des actions doivent être menées pour les accompagner dans leur démarche. Donc les gars, ils demandent de l'aide là concrètement, ok? Et juste un truc pour qu'on sache, donc les vulgarisateurs, si j'ai bien compris, c'est Reichstadt, Mendez et compagnie. Du coup, les charlatans, c'est nous, c'est ça? Voilà. En fait, les vulgarisateurs là, c'est voilà, il y a eux, enfin, il y a tous les signataires en bas de la liste et il y a surtout énormément de tweetos, hein, qui ont des comptes Twitter qui sont là pour faire la contre-information des complotistes en fait. En fait, vous savez quoi? Je vais vous épargner la lecture de cet article. Ouais. Parce que on y reviendra plus tard, je crois. Ouais, de toute manière, là, il y a des choses qu'on va devoir faire. On est un peu obligé parce que là, c'est du foutage de gueule. En fait, concrètement, ce qu'ils disent dans cet article, c'est qu'ils se sentent harcelés, menacés, censurés, manqués de moyens. Et ils écrivent ça, ces cons-là, ils écrivent ça sur Libération. Et ils disent... Et alors que Mendes, tu le vois partout sur toutes les plateformes télé, ils se sont muets, ils se sont abandonnés par l'État, alors que l'État est de leur côté, ils n'arrêtent pas de nous souffler, voilà. Et puis il est soutenu par les chaînes publiques en plus, quoi. Et ils osent dire qu'ils se sentent en danger. Et la solution... Et qu'ils ne sont pas entendus. Et qu'ils ne sont pas entendus. Bah oui, ils ne sont pas entendus parce que les gens, ils ne sont pas cons, en fait. C'est ça, les gens sont en train de se réveiller. Ça, c'est un signe de panique de leur côté, hein. Les amis, s'ils contrôlaient la rhétorique, il n'y aurait pas eu cet article. Et vous pensez que c'est un phénomène? Parce que là, en gros, la conclusion, ils finissent par dire on devrait aller directement aux écoles. Et ils ont déjà commencé à le faire. Ça ne va pas prendre non plus, parce que les enfants, ils sont plus intelligents qu'eux. Donc, Et puis, de toute façon, oui, donc aller enseigner, alors si c'est des cours à l'école, comme ce qu'on avait vu dans Tous complotistes, c'est comme d'habitude en fait. Voilà, on te dit ouais, ça c'est une fake news, mais on va pas t'expliquer le comment du pourquoi. Et pareil, ils ont déjà commencé, c'est pareil, je t'avais posté ça, c'est Le Monde qui a sorti maintenant je sais pas si c'est un hebdomadaire ou mensuel spécial ado, et pareil, à l'intérieur, c'est que des trucs, le complotiste, les théories du complot, comment les reconnaître, blabla. Et une BD qui s'appelle Les Comploteurs, où tu vois deux mecs habillés comme des bandits, tu vois, en train de parler comme ça, dans le creux de l'oreille, en mode on complote, tu vois. Enfin, ça m'a fait halluciner, quoi, parce qu'on n'arrive pas à convaincre les adultes, donc on va s'attaquer aux enfants. Ouais. Et vous allez voir qu'on n'arrive vraiment pas à convaincre les adultes et on va parler aussi. Bon, j'avance. La même chose on a eu en Allemagne, c'est-à-dire... Juste parce que ça c'était vos sujets, moi je les ai pas creusés en question. Donc pour résumer, ils disent qu'ils sont pas soutenus par l'État et pourtant ils ont le support de l'éducation nationale pour aller faire leurs bêtises dans les classes. Là, c'est ce qu'ils demandent. Ils veulent pouvoir faire plus largement des cours de sensibilisation aux enfants. Il y a pas mal, hein. Enfin, ça se fait dans certaines écoles où tu as des journalistes qui viennent pour donner des cours d'éducation aux médias, on appelle ça. Mais voilà, ils expliquent aux enfants comment bien s'informer, comment multiplier les sources, les machins et tout. Ils n'arrivent pas par contre à l'école en mode on va vous mettre un complot
sous les yeux, et puis vous allez me dire si c'est du vrai ou si c'est du faux, et puis ça, oui, effectivement, c'est faux, c'était bien les enfants. Parce que ce qu'on avait vu dans le reportage de Martin Veil, c'était pas... c'était pas très pédagogique, en fait, quoi. En fait, la question n'est pas là. La question, c'est qu'ils sont au stade où ils publient ce genre de choses qui sont, en fait, n'importe qui les lit, il dit, non, mais les gars, attendez, les complotistes sont marginalisés, pas vous. Donc là, ils se tirent une balle dans le pied. Et on a la même chose en Allemagne aussi, où carrément, genre, les antifascistes sont en danger et il faut faire une loi pour les protéger. Pas que les antifas, mais aussi soi-disant des nazis. Toujours, ils jouent avec le truc nazi, tu vois. Et donc, ils te sortent d'exemples de vrais groupes nazis, ok, qui se revendiquent nazis. Ce qu'ils te disent pas, c'est que dans cette loi, ils incluent aussi les complotistes dedans. Vous comprenez? Parce qu'aux yeux des politiciens, pas qu'en France, hein, en Europe, les complotistes, c'est des terroristes, des nazis, tout ce que tu veux. Et donc, ça justifie tout et n'importe quoi au niveau de la liberté d'expression, enfin, du manque de ces dernières plutôt. Sauf que, avant de passer à la suite, on a eu un truc super chelou. Super chelou, et là, vous allez comprendre pourquoi notre attitude bras ouverts envers les journalistes malgré tout ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, on a pris conscience où est le véritable problème. Et le véritable problème ne sont pas les journalistes. Et il semblerait que les journalistes, certains, commencent à se dire, non mais attendez, là, à cause des politiciens, nous, journalistes, on a perdu notre crédibilité. Parce qu'on a fait ce qu'ils nous ont dit. C'est-à-dire, l'OMS a dit ça, on a publié. Les politiciens disaient ça, on a publié. Et on a fait tout ce qu'ils ont dit, sauf qu'il s'avère qu'ils disaient de la merde. Et donc, maintenant, les gens, ils n'accusent pas les politiciens, ils accusent les médias. Et les médias ont compris que les gens, ils s'éloignent de cela. Et certains journalistes commencent à avoir des réactions plus que bizarres. Alors, on a vu cette vidéo de Julien Pan. Donc, c'est quelqu'un qui, jusqu'à là, a priori, il n'était clairement pas de notre côté, en fait. Non, il anime une émission sur France TV Info qui s'appelle Vrai ou Fake. Et pareil, dont la spécialité, c'est de débunker les théories du complot. Et donc, jusqu'à maintenant, voilà, il avait un... C'était vraiment le genre de discours, voilà, ce qu'ils disent c'est faux, c'est nous qui avons raison, on se trompe jamais, voilà, il faut suivre ce que disent les médias, il faut pas écouter ce que disent les complotistes, ils racontent n'importe quoi. Et effectivement, il nous a posté cette vidéo sur Twitter, c'était avant-hier. Tu peux la mettre, elle dure pas très longtemps. Ouais, préparez-vous, c'est étrange. Ah, il n'y a pas de son, Léo. Ah ouais? Non. Ah oui, merde, pardon. Bon, bah, ça reprend. Préparez-vous. Les médecins, les politiques et même nous, les journalistes, on a quand même dit beaucoup de choses qui se sont avérées inexactes, voire fausses sur ce virus. On va essayer de vous expliquer pourquoi on s'est autant planté. Et là, on s'est dit que c'est trop beau pour être vrai. D'accord, on s'est dit on va regarder l'émission. On n'a pas réussi à regarder l'émission finalement, mais ce n'est pas un piège. On a vraiment l'impression que ce n'est pas un piège parce que si on va sur le compte Twitter de cette personne, regardez ce qu'on trouve aujourd'hui. Dans la famille des infos qu'on a données, nous, les médecins, les autorités de santé, et qui se sont avérées fausses ou exagérées, il y a transmission de virus par les surfaces. Vous vous rappelez quand vous songiez à désinfecter vos radis et vos semelles de chaussures? Et regardez ce qui se passe. Twitter le censure. Twitter censure un ex-fact-checker ou je sais pas quoi. Fact-checker. Je sais pas. Fact-checker, il l'est toujours. Hein. Et regardons, en fait, remarquons, enfin, on va en parler à la fin. Regardez. Je vais mettre en plein écran. Regardez, c'est le reportage d'hier en fait. Désinfection en cours. Nous sommes au mois de mars 2020 et dans les villes françaises, c'est même scène. Des agents municipaux en tenue de soldats sanitaires désinfectent tout sur leur passage. Rues, abribus, rampes d'escalier, le Covid doit être éradiqué. Alors comment expliquer cette obsession pour la désinfection?
À l'époque, les études s'intéressent à la durée de vie du virus sur les surfaces et les objets du quotidien sont passés au crible. Voici par exemple le genre d'infographie qu'on pouvait voir dans les médias et sur des sites officiels. Le virus se trouve partout, dans nos cuisines, sur nos vêtements. Il peut vivre 4 heures sur les pièces de monnaie, 1 jour sur une enveloppe, 2 à 5 jours sur une poignée de porte. Impossible d'y échapper. Nettoie désinfectant et je vous donne aussi pour vous. Les Français deviennent alors ultra précautionneux. Dès que je sors, hop, tout de suite, l'alcool, je me nettoie les mains. Les emballages, je les nettoie avec du gel hydroalcoolique. C'est se laver beaucoup plus fréquemment les mains, faire attention, c'est vrai, quand on touche, plus avec le coude qu'avec la main. Alors en a-t-on trop fait? En tout cas, nous savons aujourd'hui que nous avons surestimé le risque de contamination par les surfaces. Plusieurs études s'accordent désormais pour dire que ce risque est faible comparé à la contamination par voie aérienne. On sait très bien maintenant que lorsqu'on va s'asseoir par exemple sur un fauteuil qui n'a pas été désinfecté, on ne va pas se contaminer. Ce n'est pas une maladie qui se transmet par la peau. Il faudrait que quelqu'un d'abord soit très contagieux, se mette à tousser, à expectorer dans la main, ensuite vienne toucher une surface, qu'une autre personne attrape cette surface, par exemple une poignée de caddie juste derrière, ils viennent se frotter les yeux de façon répétée sans s'être laver les mains. En clair, il y a un an, nos informations sur la durée de vie du virus sur une surface n'étaient pas fausses. Mais nous pensions que sa présence, même minime, suffisait pour contaminer, alors qu'en fait, il faut une très importante concentration de virus sur la surface pour risquer de tomber malade. Bien que nous ayons surestimé ce mode de contamination il y a un an, le risque zéro n'existe pas. Un lavage des mains régulier reste le moyen le plus simple pour éviter de se contaminer ainsi. Donc, ça c'est un extrait, ok, où il dit ça. Maintenant, regardons la suite. Au-delà des inquiétudes sur les effets secondaires d'AstraZeneca, ce vaccin traîne une série de casseroles, des erreurs dans les phases de test, un manque de transparence qui ont entaché sa crédibilité. Donc tout d'un coup, apparemment, il y aurait un problème avec des phases de test et un manque de transparence. Tiens. Ensuite, un peu en dessous, et il donne l'extrait aussi, mais on ne va pas passer notre temps à regarder toutes les vidéos. Là, il dit « On s'est amusé à retracer les changements de discours du gouvernement sur le virus. Ce qui est vrai, c'est que ce discours a dû s'adapter à l'avancée des connaissances. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il aurait fallu parfois être moins catégorique dans ses affirmations. » Et maintenant, on va regarder cette vidéo-là, parce qu'elle est courte. Tu voulais dire, Pépito? Avant de passer à la vidéo, juste le commentaire d'en dessous, je crois, c'est celui-ci qui était super intéressant. Ouais. Hop, voilà. On a certainement manqué de recul, surtout dans les débuts de l'épidémie, où on n'a pas su expliquer que les informations que nous avions pouvaient être contredites ensuite par d'autres travaux scientifiques. Et il y en a d'autres, hein. Une critique qui est valable pour un certain nombre de scientifiques et de médecins qui ont parfois fait passer des hypothèses pour des faits est valable aussi pour nous, les journalistes. C'est quand même pas mal ce qu'il écrit, ce monsieur, en fait. Donc, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que déjà, on commence à admettre que tout le monde peut... en tout cas, il n'y a pas qu'une seule voix qui a raison. Que là, ils admettent, par exemple, par rapport aux études scientifiques contradictoires par rapport à ce qu'essayait de faire passer en force l'État ou le discours médiatique général. Là, il explique que, ben oui, effectivement, et qu'on n'a pas su gérer ces contre-études. On n'a pas trop su quoi en faire. Moi, je comprends le truc comme ça. Et du coup, ben, on est resté campé sur nos positions. Et ça, je trouve ça très bien de l'admettre. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu tard quand on regarde le temps qui est passé, mais il faut un début à tout. Moi, je trouve ça vraiment super positif, quoi. Bah, surtout que, en fait, regardons cette vidéo-là et après, je vais vous expliquer parce qu'on va ajouter aussi ce que nous, on sait en interne, en discutant avec les journalistes. Parce que, bah, on est devenu un petit peu leurs proches d'une certaine manière. Ils nous appellent tout le temps, ils veulent savoir ce qui se passe avec QAnon et tout. Donc, voilà, regardons ça. Le 27 janvier 2020, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, lançait un message aux journalistes. Surtout, on compte sur vous sur la lutte contre les fake news. Ok, on fait attention. 3 jours plus tard, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé,
évoque la mutation du virus du Covid. Le virus ne mute pas, ce qui est déjà une information. Une information qui s'est finalement révélée plutôt fausse. Les variants inquiètent beaucoup parce qu'ils sont plus contagieux. Le sujet d'inquiétude, c'est le variant britannique. Ces variants sud-africains et brésiliens qui inquiètent. Il est vrai qu'il y a un peu plus d'un an, il était impossible de prévoir le développement de ces variants. Bon, passons à un autre sujet, le port du masque. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade. Le masque n'est pas la bonne réponse, on l'a déjà dit, on le répète pour le grand public. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Ah ok, parce que depuis cet été... Le masque obligatoire dans de plus en plus... Les gars, on est sur France Info. Mais de toute façon, il y a un an, c'était pas un peu compliqué d'en avoir des masques? Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Il n'y a pas de sujet sur l'approvisionnement. Aujourd'hui, il n'y a pas une pénurie de masques. Ok, on est sûr. Il en manque toujours dans les hôpitaux et surtout dans les cabinets médicaux. On peut remettre le conseil de Jérôme Salomon. On compte sur vous sur la lutte contre les fake news. Ah oui, c'est vrai. Parfois, la contradiction n'est qu'une affaire de quelques heures. Jean-Michel Blanquer sur la fermeture des écoles le 12 mars 2020 à 8h. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale. Et à 20h. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Ok, c'était bien fermé du coup. On peut remettre une dernière fois Jérôme Salomon. On compte sur vous sur la lutte contre les fake news. Merci pour le conseil. Voilà. Alors, oui. Moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression de regarder Hold Up. Je sais pas si tu te rappelles du début du film Hold Up. Et du coup, ça me fait penser au reportage que tout le monde a vu sur TMC, où ils ont présenté ces séquences du début du film Hold Up, en disant ouais regardez ils font que jouer sur la contradiction du gouvernement, ils avancent aucun argument et pire encore ils mettent en place un espèce de climat de colère et anxiogène. Là c'est France TV Info qui le fait, c'est cool, c'est très bien, voilà, c'est quand même enfin après on avance quoi, mais Hold Up l'avait déjà fait cette mise en avant. Non en mais fait. Pépito, il y a un truc les amis, tout le monde ici doit comprendre ce soir, notre ennemi, ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas les humains. Ce ne sont pas ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Parce que le fait qu'ils ne soient pas d'accord avec nous, c'est un symptôme. La cause, c'est ça notre ennemi. Et encore une fois, la cause, nous on dit qu'il y a un état profond, il y a une entité, d'accord, qui a plus de pouvoir que les dirigeants eux-mêmes. D'accord? Et c'est une sorte d'entité mélangée de multinationales et de personnes trop puissantes, d'accord? Qui jouent un jeu. En fait, ils tiennent la rhétorique et ils utilisent les politiciens et ensuite les politiciens utilisent les médias. Et enfin, c'est tout un système. Mais les journalistes eux-mêmes, on vous le disait, ce ne sont pas eux nos ennemis. Eux, ce sont des gens qui observent la réalité avec le filtre qu'ils ont cumulé au cours de leur vie. Et comme ils ont été toujours dans des milieux soit politiquement corrects, soit avec vraiment l'éducation de la rhétorique, eh ben, ils pensent réellement, ils croient réellement en fait. Et dans leur tête, il est impossible à ce qu'il y ait un complot. C'est too much, c'est trop pour leur cerveau. Ils ne peuvent pas se confronter à cette idée. Parce que se confronter à cette idée, ça remettrait en question l'ensemble de leur perception de la réalité en fait. Dissonance cognitive, c'est exactement ça. Ouais. Donc là, actuellement, on va commencer à voir petit à petit avec le temps des gens changer d'avis. Et comme on écrit depuis des mois maintenant, depuis 2 mois, on vous écrit en dessous, pas de vengeance et d'orgueil. Soyons là pour notre prochain. C'est important, peu importe le passé. L'esprit décodeur, pardon, union, paix, bienveillance, amour. Si un journaliste, il nous a attaqué jusqu'hier, et qu'aujourd'hui, il dit « Ah, il y a un truc, je commence à comprendre », si nous, on se dit « Ah, mais tu vois, on t'avait dit, t'es qu'un con, machin, machin », qu'est-ce que ça va provoquer chez l'autre? Ça va le repousser à revenir en arrière et à rester dans la division. C'est pour ça qu'il faut ouvrir le dialogue. C'est pour ça qu'il ne faut pas les pointer du doigt, ces gens-là. Il ne faut pas qu'on joue la division. Notre ennemi n'est pas eux. Encore une fois. Et si on regarde ce que j'avais mis dans la suite, Trump remercie le Washington Post d'avoir corrigé le rapport sur les élections en Géorgie. Vous vous rappelez, on vous a parlé au dernier live de cette histoire.
où Washington Post avait fait une fake news. Ils avaient mis des mots à la bouche de Trump qui étaient faux, complètement faux. Et tous les médias avaient pris, avaient joué le jeu, ils avaient augmenté le truc. Et récemment, 2 mois plus tard, Washington Post qui a dit « Ah, pardon, on s'est trompé, on a fait de la merde. » Et Trump, il ne vient pas avec son gros doigt dire « Ah, tu vois, je vous avais dit que vous êtes des fake news, etc. etc., etc. » Il dit « Je suis très heureux qu'ils aient eu le courage de le faire. » Donc, encore une fois, focalisons-nous sur ce qui est bon. Si on voit que l'autre commence à changer, ce n'est pas la peine de prendre ça et de l'utiliser après contre lui pour dominer l'autre. Parce que si on fait ça, on n'est pas mieux que ceux de l'état profond, en fait. D'accord? On doit être dans la bienveillance. Et la bienveillance, il y a aussi le pardon dedans. Et le pardon, quand vous voyez que l'autre commence à se poser des questions, n'allez surtout pas l'attaquer. Soyez les bras ouverts. Alors, pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il y a ce journaliste-là, mais il n'y a pas que lui. Plusieurs des journalistes avec qui on discute, notamment avec qui on a établi un rapport, on échange régulièrement, et c'est celui qui en attendait le moins. En fait, on a entendu de sa bouche exactement la même chose. C'est-à-dire, tu sais Léo, parfois, j'en ai marre en fait, j'en ai sérieusement marre parce que les gens pensent que moi je suis pro-Macron. Alors que je ne suis pas pro-Macron en fait. Et je ne joue pas le jeu du gouvernement, je ne fais pas du tout ce qu'on m'accuse. Par contre, il dit, je remarque un truc, c'est que moi, j'ai publié beaucoup de choses qui maintenant s'avèrent fausses. Et je regrette d'avoir parlé avec autant de certitude et d'avoir fait autant confiance aux institutions. Les gars, ça vient d'un journaliste. Et d'un journaliste, je ne peux pas dire son nom parce que je n'ai pas envie que ça lui provoque des problèmes, mais ce n'est pas n'importe quel journaliste. Ce n'est pas un petit journal. Donc, quand on commence à entendre ce genre de choses, et on voit aussi le comportement de Julien, on remarque qu'il même les journalistes eux-mêmes commencent à remarquer, eux, simplement, ils transmettent ce qu'on leur dit de dire. C'est-à-dire, il y a un problème avec la grippe, ils vont aller demander aux spécialistes, et les spécialistes vont dire ça, et eux, ils vont le publier. Le problème, c'est que si les spécialistes se trompent, les gens, ils vont pas dire « Ah, les spécialistes, c'est des cons », ils vont dire « Non, c'est les journaux qui se sont foutus de nous ». C'est plus compliqué, les gars. C'est plus compliqué, les amis. Le complot, si je peux dire ça comme ça, et ce n'est pas le journaliste qui est venu chez moi qui s'est dit « Ah, je vais piéger Léo, je vais lui tendre un piège avec mes questions ». Non. Lui, il pensait vraiment, tous ceux qui sont venus, ils sont venus avec des a priori et ils sont repartis avec un avis changé, avec beaucoup moins de jugement. Et la raison, il pensait qu'il savait qui on est en fait. Il pensait qu'il savait. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu médiatique en fait. Ils ont des certitudes. Léo, si là je vais intervenir là parce que j'ai l'œil là sur les commentaires, il y a un certain nombre de gens qui sont d'accord avec toi, un certain nombre de gens qui disent ouais non pas de pardon machin tout ça. Moi je tiens juste à dire un truc les gars, il y a un temps pour tout. Là en ce moment le temps, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est le temps de sortir de la crise, sortir, se débarrasser du virus, retrouver la liberté. Il y aura un temps plus tard où on va se poser la question comment on fait pour éviter que ça se reproduise dans 5 ans, dans 10 ans, que le prochain virus qui nous tombe dessus, on ait le même délire qui arrive et qu'on reste encore un an chez nous. Ça viendra plus tard. Pour l'instant, l'objectif, c'est de sortir de la crise. Et ce monsieur-là, quelles que soient ses motivations, moi, je vais lui laisser le bénéfice du doute et considérer que ses motivations sont sincères, ce monsieur avance dans le bon sens. Donc, j'entends tous vos commentaires, j'entends toute votre colère, mais voilà ma position par rapport à ça. C'est comme ça que je souhaiterais vous répondre. Vous en pensez quoi, vous, les gars? Bah oui, je pense pareil. Je suis tout à fait d'accord. En fait, ils ont été victimes aussi parce que ces gens-là, ils ont donné leur autorité, leur confiance de la réalité à des institutions, en fait. Et on leur a appris d'être comme ça. Ils ont fait les écoles, les hautes études, et l'école, elle te forme aussi l'esprit pour écouter l'autorité. Donc, il y a toutes ces choses-là. En plus, le journalisme, c'est tout un système maintenant avec des règles bien définies qui fait que le journaliste lui-même, il a très peu d'espace pour s'exprimer comme il aurait voulu en fait. Et les journalistes, je vous rassure, de notre côté, ce qu'on est en train de voir, c'est que ils commencent à être dans l'incertitude. Et déjà, c'est un énorme, un gigantesque progrès.
Et parce que je vois plein de commentaires qui disent ah mais attention, ils savent parfaitement ce qu'ils font. On a vu d'autres journalistes, on va pas les citer là, dont Martin Veil. Quand on parlait avec lui, il était vraiment dans ses certitudes. Quand on lui disait, mais il nous posait des questions, on se disait, il cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on se pose des questions, pourquoi on est complotiste et tout. Et donc quand on tentait de lui apporter des explications ou de lui présenter certaines théories, pour lui tout était normal et ça n'existait pas et ce n'était absolument pas concevable. Et là, il y a des gens en fait qui commencent à avoir des doutes. Après, là, on va le voir dans cette vidéo c'est un extrait du journal de TV Liberté qui a été diffusé hier. J'ai pris cet extrait parce que pareil, ça va dans la même lignée. Par contre, là, il n'y a aucun des journalistes qu'on va voir dans cet extrait et dans l'autre que vous trouverez sur Twitter que j'avais mis en dessous. Là, personne a fait de mea culpa ou truc comme ça. Mais on voit par contre que certaines théories ou personnes qui sont décriées à un moment donné, si c'est d'autres personnes qui parlent de ces mêmes théories, là tout de suite c'est entendu. Si tu veux mettre l'extrait. Ouais, juste avant de mettre l'extrait, voyez ça comme ça. Imaginez que vous avez fait une bêtise, ok? Et que vous vous êtes fait griller. Et que vous êtes maintenant face à celui à qui vous avez causé du tort. Ok, et que vous venez de réaliser que vous avez fait une erreur. Le premier réflexe que tout le monde a, ce n'est pas de dire « Ah, pardon ». Parce que l'humain, il a un problème, il a une fierté maladive. D'accord? Et cette fierté va faire que le premier réflexe, ça va être de refuser cette erreur-là. D'accord? Et de faire en sorte à ce que ça soit caché. Je pense qu'on a passé ce stade-là et on commence à entrer dans le stade où ils commencent à voir qu'en fait, il n'y a pas d'échappatoire et ils commencent eux-mêmes à se retrouver coincés entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils doivent faire. Et du coup, nous aussi, on se retrouve dans cette situation-là et parfois, ça nous est difficile de dire on s'est trompé. Donc, c'est pour ça que nous, de notre côté, on doit être le plus doux possible pour accélérer ce processus-là, pas le freiner avec des accusations. Donc voilà, regardons l'extrait. Autre exemple d'actualité, la fameuse origine du SARS-CoV-2. Il y a un an, le prix Nobel de médecine en 2008, Luc Montagnier avance une hypothèse selon laquelle le virus serait issu d'un laboratoire et non une simple zoonose passée par la chauve-souris ou le pangolin. Il appuie sa supposition par le séquençage génomique du virus où il apparaîtrait une insertion proche d'une séquence du virus du sida. Il n'en fallait pas plus pour alimenter des cris d'orfraie. Pourtant, il ne s'agissait là que d'une simple hypothèse formulée par un scientifique reconnu dans le domaine de la recherche. Notons par ailleurs qu'à aucun moment le professeur Montagnier n'a sous-entendu que si le virus était sorti d'un laboratoire, il s'agissait d'un acte volontaire et réfléchi de la part de quiconque. Dans une atmosphère normale, l'hypothèse aurait été étudiée, discutée, réfutée, affinée. Mais là, elle a uniquement été rejetée en bloc par des hurlements de la horde politico-médiatique. C'était du complotisme de bas étage. Depuis, toute personne évoquant l'éventualité d'une manipulation humaine aboutissant au virus a été qualifiée de complotisme, avec le lot de vexations prévues, censure, condamnation dans un flot d'articles des médias du système qui se reprennent, se copient et se vantent entre eux. Tout commence à se calmer quand Étienne de Crowley, chercheur au CNRS, publie un article fin octobre 2020 intitulé « La question de l'origine du virus se pose. Le saut de l'acceptabilité avance ». Jusqu'à ce que la semaine dernière, la très célèbre journaliste Élise Lucet choisisse de faire un sujet entier d'envoyé spécial pour expliquer toute l'opacité autour de la naissance de ce virus qui a mis la planète en émoi. Une question taboue qui, de l'aveu même du reportage, ne pourra pas être élucidée par la mission de l'Organisation mondiale de la santé. L'hypothèse d'une fuite de laboratoire est toutefois remise dans le champ des possibles. Bien sûr, la censure dont de nombreux médias alternatifs ont fait les frais en avançant ni plus ni moins ces postulats ne s'est pas abattue sur l'émission de France 2. De quoi prouver une nouvelle fois que ce qui est dit est moins important que celui qui le dit. Celui qui le dit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on partageait ces médias, enfin ces informations-là, c'est quoi ça, 6, 7, 8 mois sur Facebook, on se faisait
au mieux fact-checker et en supprimer le post, au pire complètement censurer. Ça nous amène à cette espèce de lutte contre le conspirationnisme où on censure en disant ah c'est pas la vérité, pour se rendre compte qu'en fait la vérité que le mensonge que tu as censuré il y a un an en fait était peut-être pas un mensonge aussi avéré que ça, quoi. Parce que les suspicions sur le fait que le Covid proviendrait du laboratoire P4 à Wuhan, ça fait plus d'1 an que j'en entends parler de cette théorie, quoi. Même moi au début j'y croyais pas. On en a parlé au décodeur déjà au mois de mai de l'année dernière. Donc, et même moi au début je trouvais ça énorme et je me disais attendez, la crise vient juste de démarrer, paf, tout de suite le laboratoire et tout, doucement les gars. Et non, en fait ça s'est avéré au fil du temps. Et le reportage envoyé spécial de Illusus, il est super complet. Ils vont même jusqu'à expliquer à un moment donné que le laboratoire de Wuhan, parce que tous les labos travaillent entre eux en fait partout dans le monde, et ils s'échangent leurs données. Et le labo de Wuhan, 15 jours avant que le Covid commence à se déclarer là-bas, ils avaient fermé tous les accès à leur base de données. Et déjà à l'époque, il y a certains scientifiques qui avaient trouvé ça bizarre comme histoire, quoi. Mais voilà, mais c'est comme ils le disent très bien à la fin du reportage, c'est que c'est drôle parce que c'est pas forcément ce que dit une personne qui est important, c'est la personne qui dit la chose qui est plus importante en fait, quoi. Et là c'est grave, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que là, ils commencent un petit peu à faire leur mea culpa pour certains et puis à se poser des questions. Si vous allez sur le tweet, j'ai mis un autre bout de l'extrait de TV Liberté, c'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait. Et pareil, là, ils parlent de l'histoire du docteur Montagnier, mais ils sont revenus aussi sur l'histoire du vol de Malaysia Airlines qui s'était crashé là dans des circonstances bizarres, où pareil, ils expliquent que c'était une théorie du complot au départ, jusqu'à ce qu'une journaliste du Monde écrive un bouquin là-dessus, et là, ça y est, c'est devenu un truc très intéressant et très fiable. Et la même chose aussi avec Colin Powell et ses histoires d'anthrax et d'armes de destruction massive. C'était une théorie du complot, et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive en Irak. Les gars, moi je viens de me rendre compte d'un truc là. En fait, tout à l'heure, on a parlé, Monsieur Mendez, actuellement, il est en train d'essayer de classer les QAnon dans la secte. D'accord? Ouais. Et il nous met à côté de Raël et de ce genre de la scientologie et tout. Le dernier complorama, ouais, il nous met entre Raël et la scientologie, quoi. Mine de rien, dire aujourd'hui, ouais, je suis complotiste, du coup, ils ne peuvent plus accuser des gens de complotisme. Donc, même les chasseurs, les chiens de garde, ils sont en train d'échanger leur direction, tu vois, leur rhétorique, parce que la thèse du complot, ça ne marche plus en fait. Enfin, pas la thèse du complot, mais l'attaque sur le complotisme, ça ne marche plus. Maintenant, il faut qu'on soit autre chose. Les attaques sur les sectes. Et pour répondre, il y a Mandarine Pêche qui dit « Je ne suis pas d'accord. Quand Sarkozy s'est présenté au présidentiel en 2007, les journalistes ne mouftaient pas devant lui. Il s'écrasait car il savait qu'il allait être président. Et quand ils ont su qu'il ne serait plus président, ils ont commencé à le tacler. » Exactement. Ton commentaire continue, mais là, tu as tout dit, en fait. Il faut imaginer ça, les journalistes, comme ceux qui suivent la majorité, la norme, ok? Et le pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir est en train de changer de main. Petit à petit, le pouvoir est en train de revenir en main du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple est en train de s'unir face à la même chose, qui est le ras-le-bol en fait. Le ras-le-bol imposé, la résignation, la peur, la pression constante. Tout le monde est en train de s'unir derrière un ennemi commun. C'est la méchanceté, stupidité, incompétence, appelez ça comme vous voulez, du milieu politique avec la complicité des médias. Mais les médias commencent à lâcher l'affaire parce qu'ils voient que les gens en bas, ils ne sont pas contents. Donc c'est eux l'intermédiaire. Et eux, ils sont en train d'en prendre plein la gueule en ce moment. Et ils ne veulent pas de ça. Et donc, ils se disent, non, on va lâcher celui là-haut, comme ils ont lâché Sarko à l'époque. Ils sont en train de lâcher ceux là-haut pour venir vers ceux d'en bas. C'est bien.
Après, alors c'est très bien. Après, parce que je vois plein de commentaires, voilà, arrêtez d'être naïf et blabla. Non, mais on répond pas. Les gars, je vous dis, arrêtez d'être naïf. Les gars, vous là, dans les commentaires. C'est pas pour répondre à ça du tout, Léo. C'est juste, voilà, arrêtez d'être naïf. Mais il y a un point aussi sur lequel, effectivement, il faut être clairvoyant. C'est que ce qui se passe aussi en ce moment, c'est que les médias, ils voient qu'ils sont en train de perdre la confiance totale de leur public, que les gens se détournent d'eux. Donc à un moment donné, oui, il y a peut-être un mea culpa qui se fait, il est peut-être pas si... Parce qu'il aurait dû se faire avant, celui-là, ça c'est clair. Non mais on a parlé, on va pas répéter, on l'a dit Pépite, on l'a dit. Et en ce qui concerne l'aspect naïf, excuse-moi, je te coupe, parce que là, les gars, nous, les amis, c'est nous qui avons pris les attaques, c'est mon nom à moi qui est sorti dans les médias avec un tas de décors de suprémacistes blancs, racistes. Et c'est moi qui est en train de vous dire qu'on doit les pardonner. C'est moi qui en a pris plein la gueule de cette histoire-là. D'accord? Et c'est moi qui est en train de vous demander. Donc s'il y en a un qui devrait être en colère et de dire ah, et taper mon torse comme un gorille, c'est moi. Mais je ne le fais pas parce que je ne suis pas un animal. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va jouer le jeu de la division. Je ne suis pas quelqu'un qui va surenchérir. Je ne veux pas jouer le jeu de la surenchère parce que si c'est œil pour œil et on fait la même chose, à la fin on finira tous aveugles. Ça ne vient pas de moi, mais ça s'applique dans ce cas-là. Ouais. Donc je prends sur moi, ok, les attaques qui continuent encore. Je prends sur moi et je dis, pour ceux qui sont prêts à accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui se posent des questions et qui viennent dans une démarche sincère, on les attend les bras ouverts. D'accord? Et voilà, je sais que c'est dur pour tout le monde, mais moi, en plus de la difficulté personnelle, j'ai la difficulté face au public. Parce que les attaques, elles sont faites publiquement. J'ai reçu des menaces. Toutes les choses qui vont avec le truc d'être complotiste assumé publiquement, je les ai bouffés, on les a bouffés tous les trois, et on est là en train de vous demander de ne pas être fermé à ce que l'autre change, parce qu'un jour, vous étiez dans l'erreur aussi. Ouais. Un jour, aucun de nous est parfait. Aucun de nous est parfait. Arrêtez de faire comme si nous, de notre côté, les complotistes, on est parfait. On n'est pas parfait. D'accord? Laissons la possibilité à l'autre d'évoluer. Laissons la possibilité à l'autre de changer. N'allons pas lui crever l'œil parce qu'il nous a crevé le nôtre. Encore une fois, on finira tous aveugles avec ça. Ah non, puis tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, et l'histoire l'a montré, que la loi du talion, c'est pas top quoi. C'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses en fait. Enfin voilà, désolé de dire moi, mais là dans ce cas précis, je pense que c'est un des rares contextes où ça me prend moi beaucoup de force et beaucoup d'énergie, et ça demande beaucoup de patience à ce que je dise pas ouais t'as vu, t'as fait de la merde. Mais dans le contexte actuel, je choisis, parce que j'ai un libre arbitre que je pratique, je choisis d'aller contre mon instinct, d'accord, et de dire ok, bras ouverts, on est meilleur que ça. On est meilleur que la colère, on est meilleur que la vengeance, on est meilleur que la malveillance et toutes ces choses-là, en fait. On est meilleur que ça, on est au-dessus. Si c'est un mea culpa qui peut mener vers une autre manière de fonctionner et de faire, et que cette manière-là est maintenue ensuite, c'est très bien. Donc après, ça continue à avancer aussi du côté du virus. Pareil, là j'ai vu un article du Monde. Donc déjà, on va parler donc de la Norvège. Donc déjà la Norvège, ils avaient décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca pour les mêmes raisons que tous les autres pays, ces histoires de thrombose. Donc ils avaient dit qu'il n'y avait pas de lien quand même qui était avéré avec le vaccin directement, mais ils avaient quand même précisé qu'ils avaient noté une combinaison très inhabituelle de faible numération plaquettaire, de caillots sanguins dans les petits et grands vaisseaux, et surtout ils disent « Nous n'avons rien vu d'équivalent auparavant avec d'autres vaccins ». C'est-à-dire que là, ces effets secondaires, c'est quand même la première fois qu'on les voit. Et en fait, donc il y a une équipe de chercheurs qui a mené une étude, et eux, ils se sont rendus compte que dans les cas qu'ils ont étudiés, le vaccin avait provoqué une réaction immunitaire démesurée. C'est-à-dire qu'il envoie un signal en fait aux cellules qui se mettent
à produire des défenses immunitaires, mais de manière super méga active, et ce qui fait que chez les personnes les plus fragiles, l'organisme peut avoir du mal à encaisser en fait cette activité immunitaire démesurée. Et quand j'ai lu cet article, là c'est pareil, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu avant. Je me suis dit, ah bon, là ils disent ça dans Le Monde. C'est marrant parce que c'est exactement la même chose que ce que le professeur Henrion-Caude répète dans ses interventions et ses conférences quand elle parle du vaccin. Elle explique qu'il peut avoir des effets sur le système immunitaire qui est sollicité plus que jamais et que dans certains cas, ça peut être très dangereux en fait pour l'organisme. Et rappelons qu'aujourd'hui, le professeur Henrion-Caude, c'est pareil, elle est complètement salie et décriée de partout avec l'étiquette complotiste. L'autre jour, elle a parlé du procès qu'on essaye d'intenter contre l'État d'Israël. Tout de suite, c'est bim, antisémite. Donc voilà, elle a droit au traitement habituel. Mais là, pareil, on a des chercheurs qui commencent à amener les mêmes doutes qu'elle a pu formuler par le passé. Et là, pareil, c'est une autre voix qui le dit, donc on l'écoute un petit peu plus et on en parle dans les médias du coup. Donc du côté du virus, cette nouvelle-là, je l'ai trouvée aussi plutôt positive parce que ça reprend des choses que d'autres ont déjà dit, mais qui pour l'instant, ces personnes-là sont décriées. Donc si ça peut aider à les réhabiliter, eh bien je trouve ça pas mal aussi.